Pour cette émission du Grand Regain Blanc, donc évidemment, je suis accompagné de Chloé, comme la dernière fois, Chloé qui paye. Bonsoir Chloé. Bonsoir Tim, bonsoir Alain, bonsoir à tous. Oui, bonsoir Chloé. Et nous recevons donc ce soir le docteur Alain de Peretti. Donc, vous êtes vétérinaire. Je pense que beaucoup d'entre nous vous connaissent, du moins les plus, les plus fidèles de la ligne identitaire que nous défendons. Oui. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Voilà, oui, éventuellement. Alors, je vais me présenter, je suis un vieux militant à la fois par l'âge et par le nombre d'années de militantisme. Et donc, je suis vétérinaire, j'étais vétérinaire donc de campagne, hein, c'est-à-dire qui fait tous les animaux, y compris les animaux de rente, ce qu'on appelle les animaux de rente, bovins, caprins, ovins, entre autres, et porcs, mais ça échappe au halal, évidemment. Et j'ai aussi donc eu une activité politique classique que j'ai abandonnée parce que je me suis rendu compte que c'était un grand théâtre qui ne servait pas à grand-chose. Et je me suis consacré plutôt au combat métapolitique culturel, identitaire, puisque je pense que l'identité, c'est quelque chose qui est fondamental. Et dans ce cadre-là, de groupe identitaire auquel j'ai participé, comme j'ai été vétérinaire et que le vétérinaire est au carrefour entre la protection de l'animal et la protection du consommateur, j'ai créé en 2012 une association qui s'appelle Vigilance Halal, qui a environ 15 000 membres et qui œuvre sur toute la France et qui a entrepris ce combat qui est un combat de niche, si j'ose dire, mais qui a quand même beaucoup d'implications, justement, dans le combat identitaire que nous devons mener. Voilà. Et que vous dire d'autre? Je pense, pour l'utilité de ce dialogue ce soir, je pense que c'est suffisant. Oui, tout à fait. Je vous remercie de cette présentation, mais surtout, je vous remercie de participer à l'émission parce que, tout simplement, le nom de l'émission, évidemment, sonne identitaire. Le Grand Regain Blanc, on se Oui, doute bien qu'il y a une dimension identitaire. Mais moi, pour ma part, je tenais à ce qu'il y ait ce nom parce que je pense qu'on entre dans une phase de désinhibition de l'identité européenne et que nous n'avons pas le choix, nous devons nous désinhiber, nous devons dire que nous voulons nous sauver, que nous voulons vivre et nous devons aussi pouvoir nous nommer, ne serait-ce que pour nous célébrer, pour pouvoir raconter nos accomplissements, nous défendre. Donc c'est important qu'on puisse dire les mots et c'est pour ça que je voulais vous remercier de venir dans une émission comme ça, qui pour certains pourrait les effrayer un petit peu, parce que je sais qu'il y a encore pas mal d'hommes politiques ou bien d'acteurs oui, de la ligne que nous défendons qui sont parfois un peu intimidés, qui ont, oui, dans leur inconscient, ils ont un peu associé l'idée de l'identité occidentale, l'identité européenne, avec quelque chose de mal. Et moi, je voudrais oui, dire ce soir, rappeler que nous sommes entrés vraiment dans une phase de désinhibition de cette identité. Nous devons pouvoir nous célébrer, nous dire. Et c'est important que des gens comme vous viennent sans aucun complexe dans nos espaces pour pouvoir vous exprimer. D'une part, parce que vous y avez votre place et que vous êtes évidemment le bienvenu. Euh, Puis aussi parce que vous avez énormément accompli. Donc moi, je vous suivais depuis très longtemps et je tenais aussi à vous remercier pour tout le travail extraordinaire de réinformation que vous avez fait. C'est un travail extrêmement précis, extrêmement documenté. C'est pas juste attention, le halal, c'est pas bien. Voilà, mais vous remercier aussi tout particulièrement pour le fait d'être présent, parce que ça permettra aussi à d'autres acteurs par la suite de dire bon, après tout, on a le oui. droit, quoi. Maintenant, on peut y aller, le tabou a volé en éclats. Oui, alors tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petite initiative. Et moi, je remercie aussi qu'il y ait des acteurs comme vous qui, chacun sur son créneau, chacun sur son, arrive à faire progresser les idées. Je constate avec plaisir d'ailleurs que, et j'ai l'habitude de dire que la gauche a perdu le combat. À l'heure actuelle, elle a un électroencéphalogramme plat.
parce que son seul argument, c'est de traiter les autres de fachos. Vous savez, bon, vous connaissez la chose. Et j'ai vécu, justement, du fait de mon âge, une période donc, qui était dans les années 60, où la droite vivait avec l'épouvantail communiste, hein, c'était l'homme au couteau entre les dents, et ne faisait aucun travail intellectuel, et la gauche foisonnait, ce qui lui a permis d'arriver en 80 au pouvoir, de coloniser tous les secteurs de l'État, avec les conséquences qu'on peut admirer maintenant. Mais donc, c'est elle qui s'est endormie sur ses lauriers, si j'ose dire, a abandonné le combat culturel et intellectuel, et c'est chez nous qui se passe. Et leur seule méthode, ça ne vous aura pas échappé, c'est de nous qualifier de fachos. Alors qu'en fait, ça n'a aucune signification, ça ne rime plus à rien. Voilà. Petite remarque incidente sur comment dirais-je, l'ambiance politique qui règne chez nous. Très juste. Maintenant, il reste plus qu'à la masse apolitique de prendre conscience, mais alors très très vite, de cet état de fait. Et puis, je voulais remercier Chloé aussi, bien sûr, parce que c'est précieux de t'avoir. Moi, je tiens à ce qu'il y ait une fille dans l'équipe. Ça équilibre un petit peu les choses et ça apporte une ambiance plus agréable aussi. Donc voilà, c'était important pour moi de t'avoir avec nous. Avec Écoutez, plaisir. écoute, parfait. Alors, je voudrais commencer par une question que je vais naturellement poser d'abord à Alain de Peretti, puis Chloé, évidemment, tu réagis librement et tu poses des questions également. Est-ce que, c'est une question qu'on vous pose peut-être pas souvent, docteur de Peretti, est-ce que les musulmans connaissent bien leur halal? Parce que moi, je les entends souvent en parler. J'ai l'impression qu'ils ont un point de vue qui est alors, mais totalement un point de vue endoctriné, quoi. Ils sont beaucoup dans l'irrationalité. Est-ce qu'ils savent parler doctement de ce qu'ils prônent, ou bien est-ce que eux aussi ils sont complètement largués? Non, alors ils sont complètement largués, c'est-à-dire ils sont dans une espèce de formatage où pour le halal c'est tout. Le halal, ça veut dire pur, ça veut dire ce qui est autorisé, ce qui est permis par la loi musulmane, par la charia. Et après, des contours, une fois qu'on a dit ça, les contours sont quand même très très flous. Enfin, mis à part certaines choses, parce que le halal, c'est l'ensemble de l'islamic way of life, hein. Ça englobe le ramadan, ça englobe tout ça. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de points qui sont vraiment très très flous. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Donc, j'ai participé il y a une dizaine d'années à une réunion de l'AFNOR, l'Association française de normalisation, parce que le marché du halal était en pleine expansion, et donc les industriels qui voulaient se lancer sur un marché, c'est la loi du marché, bien entendu, voulaient que l'AFNOR établisse des normes qui permettent de définir le halal. Je n'ai participé qu'à une réunion. C'était un tel ça a été quelque chose de très édifiant parce que il y avait des organisations musulmanes qui se bouffaient le nez, il y avait une action géopolitique parce que la Turquie et l'Arabie saoudite voulaient se monopoliser la définition du halal, etc. Il y avait toutes sortes de choses et qui se sont passées. Bon, je me suis fait insulter d'ailleurs, enfin insulter. Il y avait Madame Bergeau-Blaclair qui a écrit d'ailleurs depuis. Elle a un peu évolué. Mais moi, je critiquais évidemment l'islam en tant que tel, hein, pour toutes ces raisons. Et elle m'a traité d'islamophobe. Hein, donc, pour Oui, vous dire. elle est vraiment assez, Ouais. comment dire, il faut vraiment qu'elle se méfie de son ambiguïté, hein, parce que Voilà, on dirait qu'elle voilà, a besoin d'être confortée sur sa gauche et de ne pas voilà. être la dernière personne à droite, quoi. Ça a l'air de Voilà, l'angoisser, voilà. ça. Voilà, voilà, tout à fait. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle entretient une ligne qui est parfaitement fumeuse, à mon avis. Elle fait un très bon travail d'ailleurs, mais ce qui l'empêche pas d'ailleurs d'être menacée, etc., hein. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas l'islam qui est en cause, c'est les frères musulmans. Donc elle a tout concentré sur les frères musulmans qui ne font qu'exploiter évidemment ça. Alors je continue. Donc pour raconter cette anecdote, je
je suis reparti, j'ai dit je ne participerai plus parce que c'est impossible d'établir une norme halal. Quelle n'a pas été ma surprise quand, un an après environ, je ne sais pas, il a dû se passer des tractations, l'AFNOR a sorti une norme halal. Eh bien, ce qui s'est passé est révélateur, totalement révélateur de la chose. Toutes les institutions musulmanes, je préfère dire musulmanes que islamiques, hein, se sont, ont sauté au plafond, ont grimpé au rideau pour donc dire qu'il n'était pas question d'appliquer cette norme AFNOR. Et pourquoi? C'est une raison très simple, qui découle de l'islam. Jamais des koufars, c'est-à-dire des infidèles, ne pourront se mêler de l'islam et donc imposer des règles aux musulmans et à l'islam. Vous voyez? Parce que le halal est un moyen de contrôle social qui permet de maintenir les populations dans des pratiques, dans une espèce d'orthopraxie, qui permet de les dominer, qui permet de les commander, qui permet de les amener où on veut, de les empêcher de vivre ensemble, parce que, en fait, la notion de vivre ensemble est totalement étrangère à l'islam. L'islam ne peut vivre avec personne d'autre, hein. Ça a été souligné par de nombreuses personnes, et tout est fait pour établir cette espèce d'apartheid qui existe dans l'alimentation, dans le vêtement, dans même au niveau funéraire, puisque les carrés musulmans ne se mélangent pas aux carrés chrétiens ou quoi que ce soit. Voilà, donc il faut prendre conscience que le halal, dans son vision extensive, hein, et concerne justement un moyen de contrôle social et un moyen de nous amener peu à peu, en douceur, si j'ose dire, vers une acceptation, une accoutumance à la charia finalement et aux mœurs musulmanes. Hein, ça, Ouais, c'est très très important de le saisir. c'est vraiment incroyable de voir, on a sous les yeux toute la puissance de l'intolérance qui nous fait une démonstration de son efficacité, et les gens continuent de vivre dans le narratif des bienfaits de la tolérance. On est vraiment dans le roi est nu. Les gens doivent Voilà, continuer de célébrer la tolérance tout en voilà, constatant voilà. la puissance des effets de l'intolérance. Chloé, est-ce que à ce stade, est-ce que toi, tu as une réaction, une question que tu aimerais poser? Alors oui, j'ai une question pour vous. Quand on se penche sur les débats qui entourent le halal, en France en tout cas, on s'aperçoit que le principal point de friction, c'est surtout l'absence d'étourdissement. Et on a par Oui, exemple des gens comme Émeric Caron, le célèbre défenseur des moustiques, oui, oui, qui s'est réveillé cette année pour nous dire qu'il militait pour un abattage halal avec étourdissement, que ce serait selon lui compatible avec l'islam, et que c'est un petit peu la position que la gauche peut avoir pour réconcilier ses préoccupations idéologiques avec une oui. compatibilité avec l'islam. Néanmoins, si j'ai bien compris vos travaux, ce que vous expliquez, c'est que le problème, parce qu'on parle d'alerte bactériologique dans le titre de notre émission, le problème sanitaire du halal ne provient pas en soi d'une absence ou d'une présence d'étourdissement et va vraiment sur le mode d'égorgement de la bête. Est-ce que vous pouvez nous Tout, expliquer ça un peu? tout à fait. Alors c'est génial, Chloé, vous tapez tout de suite dans ce que je voulais faire, donc c'est la transition que je voulais faire, parce que, si vous voulez, on a polarisé le débat sur le halal, sur la souffrance animale, qui est réelle, qui est totalement inadmissible, etc. Et donc en oubliant que le halal, c'était pas uniquement l'absence d'étourdissement, encore que là aussi, ils ne reculent pas, hein, ils ne veulent pas reculer, mais c'est aussi un égorgement large qui défie les obligations réglementaires, qui disent que pour la saignée de l'animal, parce qu'il ne faut pas oublier que techniquement, enfin, là on va aborder quelques petits points techniques pour que les auditeurs comprennent. Lorsque vous mangez de la viande, l'animal qui a été abattu pour fournir cette viande doit être saigné, il doit être vidé de son sang. Donc pour ça, il y a diverses méthodes. Et dans la méthode que j'appelle traditionnelle, il y a, on étourdit l'animal. L'animal donc ne bougeant plus parce qu'il est complètement
il va mourir d'ailleurs si on faisait rien, mais il n'est pas encore mort parce que le cœur continue à battre. Lorsque vous êtes victime d'un traumatisme crânien, on sait très bien que votre cœur et votre respiration peuvent continuer un long moment, et même vous êtes vous pouvez être dans le coma pendant des jours et des jours, alors que votre cerveau ne fonctionne plus. Donc là, vous voyez, rien que sur le plan rationnel, scientifique, lorsque ces gens, d'ailleurs, on peut ajouter le cachère, d'ailleurs, parce que le cachère, c'est la même technique, hein. Et lorsque vous dites que c'est interdit parce que l'animal, on n'a pas le droit de manger la chair des animaux morts, l'animal étourdi n'est pas mort. Il est simplement donc dans un état, on lui a évidemment porté un coup définitif au cerveau avec une tige, la plupart du temps avec une tige perforante, hein. Il tombe comme une masse sans s'être rendu compte de quoi que ce soit. Et après, ça permet de le saigner, parce qu'il ne bouge pas, d'aller chercher la carotide et la jugulaire de chaque côté, donc on fait une incision de chaque côté qui permet de les couper soigneusement en évitant de couper l'œsophage, parce que c'est surtout l'œsophage en l'occurrence, et la trachée, puisque cette section est interdite par les règlements, mais avec une dérogation pour l'abattage rituel. Donc, c'est le deuxième point qu'on oublie systématiquement, et depuis le début de mon combat contre le halal, j'essaie d'en faire la promotion. Enfin, la promotion, d'éveiller les consciences sur ce sujet. Il y a un troisième point aussi qui est important, ça constitue une espèce de triptyque, c'est l'aspect financier du halal qui permet d'alimenter de façon très généreuse l'islamisation, la construction de Mais mosquées. juste, Voilà. juste avant d'aller sur le terrain du financement de choses que nous ne voulons pas sur notre sol, ce que vous venez de dire est quand même sidérant, parce que vous avez littéralement expliqué qu'il y a une dérogation pour un geste technique, culturel, Oui, religieux, alors même que cette dérogation vise, pour des raisons sanitaires, à ce voilà. qu'il n'y ait pas d'entrée des bactéries dans le système sanguin, puisqu'on imagine que si les bactéries, la lame qui est au contact de l'ésophage touche les artères, les veines, etc., bah, évidemment, ça risque d'injecter dans le flux Il y a sanguin des bactéries. tout à fait. Donc en gros, c'est comme si on disait il est interdit de faire pipi dans la piscine, sauf pour Sauf, ceux dont oui, dont la mais religion non, mais implique de je faire pipi reviens dans la là. piscine, quoi. Tout à fait, là, l'image est excellente, hein, et donc c'est là qu'on voit qu'on a abandonné tous nos principes qui sont basés quand même sur alors la science, je suis pas un fanatique de la science à tout prix. Je pense que la science ne peut pas tout expliquer tout, mais malgré tout, ça ressort, de quelque chose de rationnel, hein, on le fait pas pour rien. Alors pour les raisons de la souillure sont essentiellement parce que et c'est pour ça qu'on interdit de couper l'œsophage au moment de la saignée, parce que c'est l'estomac, ça communique avec l'estomac évidemment, et que le contenu de l'estomac va se déverser sur la plaie, sur la plaie de saignée, et va souiller toute la zone d'abattage. C'est-à-dire que vous avez un mélange de matière issue de l'estomac et de sang qui constitue un milieu de culture absolument phénoménal. Surtout après avoir fait, surtout les abattoirs de type industriel, plusieurs, parce qu'on ne peut pas tout nettoyer entre chaque bovin, hein, bien sûr, puisque c'est à la chaîne. Et du coup, on a une énorme souillure, une énorme entorse au principe sanitaire, au principe de propreté, avec les conséquences bien prévisibles qu'on a pu voir donc récemment à Saint-Quentin, donc dans l'Oise, où on a 6 boucheries qui ont été fermées. Les médias se sont bien gardés. C'est là qu'on voit d'ailleurs la collusion, hein, de tout le système pour nous habituer à ça. Ils se sont bien gardés de dire que c'était toutes des boucheries halal. Oui, c'est-à-dire on croit sur Mais les réseaux sociaux
avant de donner la parole à Chloé, on croit sur les Oui, réseaux sociaux que les gens sont très informés parce que nous, à cause de l'algorithme, on ne voit que des informations, des gens qui disent que ce sont des boucheries halal qui sont concernées. Mais dans les médias classiques, pour beaucoup d'entre nous, on n'a plus la télé. Donc, on peut pas oui, faire oui, on peut pas faire le comparatif pour voir à quel point les médias classiques mentent et dissimulent cette réalité. oui. Euh, Chloé voulait dire quelque chose, je crois, donc, intervenir. Oui, question, vous invoquez la science à juste titre, mais même au-delà de la science qui établit que cette dérogation est complètement absurde, comment se fait-il qu'on ait pu l'avoir malgré des protections juridiques qu'on pourrait avoir? Par exemple, on est censé être un État laïque, bon, certes avec quelques exceptions Mm. historiques de type concordat, mais on a également un principe de précaution Bien constitutionnelle sûr, qu'on nous oui, applique à toutes les sauces. Et pourtant, là, nous avons un risque sanitaire parfaitement documenté qui est passé entre les gouttes. Comment c'est tout à possible? fait, tout à fait. Alors, on a tous mangé du halal sans le savoir, hein, tous les auditeurs de ce salon-là, donc Malheureusement. malheureusement, Oui, et ils oui, vous mais disent, ben on ouais, va mais j'ai parler de pas, comment éviter. On va, je voilà, vous laisser voilà, finir, voilà, on mais va y après on venir. va. Oui, mais on vous dit, mais j'ai mangé la viande halal, je suis pas tombé malade, etc. Alors, c'est vrai, mais si vous voulez, les risques sont pour les personnes, les enfants, les personnes très âgées ou les personnes immunodéficientes, hein. Donc, et on n'a pas trop de pépins parce que les industriels sont soumis à un contrôle des lots bactériologiques, et ils ne les laissent pas tous partir, bien sûr, s'ils sont contaminés. Et quelquefois, quand c'est un contrôle a posteriori, il y a des rappels de l'eau. On le voit quand on est informé par la presse professionnelle, il y a des rappels de l'eau, justement pour présence d'Escherichia coli, notamment la souche O157H7, qui est la plus mortelle, hein, parce qu'elle provoque des diarrhées hémorragiques et une atteinte rénale qui est souvent mortelle, hein, et qui implique après une suite de dialyse pendant toute la vie en attendant la greffe d'un rein. Vous voyez. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, dans le principe de précaution, Chloé a utilisé justement le bon terme. Le principe de précaution et le principe de laïcité devraient empêcher, faire interdire toutes ces pratiques. Ouais, on est vraiment face à un danger sanitaire qui n'est pas du tout une vue de l'esprit et Voilà. qui n'est pas traité, enfin, à la hauteur Voilà, que ça à l'auteur devrait. du Alors, risque. Voilà, voilà. est-ce qu'on peut parler un petit peu des solutions qui existent, qui commencent à exister grâce en grande partie à vous, pour faire le tri entre ce qui peut être mangé. Et j'en profite pour dire, d'ailleurs, parce que on discute, on pose des questions, mais moi, j'aimerais me permettre de faire même une préconisation. Quand on a nos idées, quand on est sur une ligne identitaire, on ne mange pas halal indépendamment du danger bactériologique réel que ça suppose. Parce que je vous ai interrompu tout à l'heure quand vous parliez de l'aspect financier, mais on va revenir dessus. Mais par principe identitaire, avant toute chose, on ne Bien mange sûr. pas cette nourriture confessionnelle dans la mesure où elle est un signe d'installation de la charia. Les Mm. mosquées ne sont pas des lieux religieux, ça on s'en fout. Ce sont Non, non. des lieux de Mm. diffusion de la charia. Et la nourriture halal nous est interdite tout simplement Mm. parce que elle est l'expression d'une intolérance religieuse qui est un organe et une arme de conquête. Donc, C'est ça, c'est avant toute ça. chose, il faut le percevoir comme une stratégie de conquête et refuser de manger halal, c'est refuser une conquête, c'est refuser une invasion. Maintenant, je vous laisse la parole, soit à Chloé, soit à vous, Monsieur De Peretti, mais il y a également l'aspect financier qui est important qu'il faudra aborder. Oui. Alors, Chloé, est-ce que vous avez quelque chose à demander ou à rajouter? Pas tout de suite. Allez-y, je vous en prie. Pas tout de suite. Oui, alors, je continue sur. Alors, à propos de la laïcité. Alors, la laïcité, c'est pas forcément un bon bouclier contre ce genre de choses. C'est Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, qui disait que la laïcité, c'est comme un bus.
On y monte et on en descend quand on est arrivé à destination. Vous voyez, c'est assez finement décrit, hein. Donc, justement, c'est quelque chose dont qu'il faut avoir à l'esprit. Pour donner un autre exemple de la tartufferie, de la duplicité, de l'hypocrisie de cette pseudo-religion, parce que moi je dis que c'est une pseudo-religion, c'est une idéologie en fait tout à fait matérialiste, à la limite, qui est habillée d'une enveloppe, une enveloppe religieuse. La Nouvelle-Zélande, il y a donc, il doit y avoir entre 5 et 10 ans, je n'ai plus les dates, a interdit, a arrêté d'abattre les animaux, les moutons essentiellement. Vous savez que c'est le plus gros exportateur mondial de viande de mouton. A arrêté d'abattre de façon halal. Eh bien, ça n'a absolument pas gêné, puisque toutes les monarchies, les pétromonarchies musulmanes, continuent à acheter la viande, et parce qu'elle est très bonne, et parce qu'elle est à un prix compétitif. Mais ils s'en foutent, ils mettent le label, ils mettent un tampon halal, et ça passe crème, puisque l'essentiel, c'est de respecter la loi. On s'en fout que derrière, c'est un petit peu, j'ai parlé de Tartufferie, vous vous souvenez de la réplique de Tartuffe, de Molière? Ce n'est pas pécher que pécher en silence, vous voyez? On en arrive à cette espèce où la loi. Alors, je crois qu'on a perdu le son de mon côté, je ne vous entends plus. Ah oui, il me semble que j'ai un problème de réseau. Ça y est. Ça y C'est est, c'est bon alors. revenu. Ouais, c'est revenu. Et donc, pourtant, je me suis mis près de la box pour pouvoir pas avoir de problème. Mais enfin, bon, bref. Et Courage. vous voyez un petit peu, par exemple, je peux vous citer l'abattoir de Bègle, à côté de Bordeaux, où j'ai eu des témoignages. Et ils abattent avec étourdissement. Ils abattent avec étourdissement, donc ce n'est pas halal. Mais il y a un imam de la mosquée qui vient mettre un tampon halal pour la clientèle musulmane, pour qu'elle ait cette... Vous voyez que c'est du grand n'importe quoi, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien de précis. Et tout dans l'islam est comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, qui ne connaissent pas l'islam, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'islam sans voile, édité à la Nouvelle Librairie, et qui, en fait, c'est un petit peu l'islam pour les nuls, qui permet de comprendre ce qu'est l'islam. Ça vaut 9 euros, je crois, donc une modique somme. C'est un petit bouquin où je détaille donc les principes de l'islam d'un côté et les conséquences sur le vivre ensemble, hein. Voilà. Et avec l'islam. Donc voilà, ça c'est très important de le comprendre et d'étudier, d'arrêter d'avoir une vision de l'islam comme d'un christianisme exotique, oriental, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment, et d'arrêter de confondre l'islam et l'islamisme. Boualem Sansal a bien dit que l'islam c'était l'islamisme au repos, et l'islamisme c'est l'islam en action et en mouvement. Alors, pour revenir, voilà, au sujet, parce que c'est le sujet essentiel, et qu'il faut, toutes les personnes qui nous écoutent là maintenant, et ceux et puis il faut qu'ils répandent autour d'eux. Il faut donc parler de ce problème sanitaire, parce que le problème sanitaire n'est pas... Il y a des cas tous les ans, alors pas aussi dramatiques à Saint-Quentin, où il y a eu une grande quantité de personnes, et parce que, d'une part, pour des questions sanitaires, bien entendu, et puis, comme l'a très bien dit Timothée, c'est pour des raisons identitaires, hein. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous avons des traditions, une culture. Cette culture nous amène, d'une part, à étourdir les animaux. Lors de mes conférences, je montre des, des peintures grecques, hein, que j'ai trouvé ça dans un temple, enfin des cercueils dans une zone grecque
en Italie, au sud de Naples, le nom m'échappe maintenant, où on voit donc une vache qui va être étourdie avec une hachette. Au Moyen Âge, on a des gravures aussi qui montrent qu'on assommait les animaux. Donc ça, c'est notre tradition. Nous avons toujours, alors c'était plus ou moins efficace, c'était fonction évidemment de la dextérité de l'opérateur, mais les bouchers, donc, ils avaient une bonne dextérité parce qu'ils pratiquaient ça donc de façon régulière. Et C'est vraiment une question importante parce que le rapport aux animaux, le rapport à la cruauté, le fait de minimiser la cruauté, de la voilà, réduire autant que possible, est un marqueur civilisationnel tout, essentiel. tout à fait. On ne pourrait pas, j'allais dire, survivre, enfin faire survivre notre identité profonde dans un pays où tout ça serait nié. Or là, on est en train d'accepter que ça se produise sur Tout à notre fait. terre ancestrale. Donc, Tout à fait, tout on, à fait. on entre dans une phase de test qui est cruciale, Ah même oui, si elle oui. ne fait pas de bruit. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, cette émission est vraiment cruciale. Mais oui, d'ailleurs, je vous remercie donc de l'avoir initié, parce que justement, c'est par le biais d'initiatives comme la vôtre qu'on peut arriver à percer le mur du silence, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a une complicité, de tout le système. Parce que, enfin bon, là, c'est évidemment une vision peut-être un peu complotiste, vous voudrez bien me le pardonner, c'est que l'islam est un grand effaceur de civilisation. Et je pense que ceux qui veulent devenir les maîtres du monde, mais ça c'est personnel, hein, bon, on sort un petit peu du débat, du cadre du débat, mais se servent de l'islam pour justement effacer notre civilisation. Mais ils auront pas évidemment le dernier mot, grâce à grâce à nos initiatives. Hein. Hmm. Là-dessus, c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. Il faut refuser de manger halal. Oui, Au final, comment le halal progresse dans nos sociétés, c'est, si on regarde les arguments qu'on nous propose, c'est celui de l'inclusion en premier lieu, ou plutôt de la non-exclusion, qu'on peut formuler comme ça. Un musulman ne peut pas manger autre chose que du halal, alors que nous pouvons manger autre chose que du halal. Donc mettons du halal, ça plaira à tout le monde et ça ne dérangera personne. tout à fait. C'est par exemple par le biais de cet argument, j'ai vu qu'il y avait eu récemment une affaire au Canada où je crois il y a 26 Oui. écoles qui se sont mises à servir du halal au nom justement de cet argument de l'inclusion. Et là, nous, côté identitaire, on est peut-être en faute, on a peut-être laissé passer un petit peu trop, ça manque d'un stigma. Ça manque d'une conviction pour dire non, je ne peux pas manger halal et je ne peux pas Voilà. accepter que ça se répande, même si Très d'ailleurs juste, nous ne sommes très juste. pas particulièrement religieux. On peut invoquer des croyances, des convictions, des principes sans être Bien, nécessairement religieux nous-mêmes. bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc, merci pour votre vision. La phrase "je n'ai pas le droit de manger halal" est très Oui, importante. oui. Voilà, parce que ça contredit des principes civilisationnels comme le progrès que nous avons fait depuis la loi Grammont en 1850, qui était une loi de protection animale, et qui s'est améliorée et qui est encore perfectible, parce que nous ne sommes pas bloqués au 7e siècle chez les Bédouins, voyez. Donc c'est quand même important. Nous avons une vision quand même non pas progressiste, parce que je me méfie du mythe du progrès, mais une vision évolutive où on est capable de soumettre à l'examen, à l'expérience, ce que nous vivons chaque jour. C'est pour ça on est avec le halal, on est dans une véritable régression civilisationnelle. C'est pour ça que c'est important de le refuser. Alors, justement, on va peut-être y venir, parce que l'heure tourne, il ne faudrait pas louper la chose. On a donc un refus systématique des autorités de donner cette information lorsque vous achetez de la viande, hein, parce que il y a aussi, alors, on se trouve dans une période difficile et il faut être combatif, parce qu'en fait, je vous parlais de la profession de boucher. Les bouchers traditionnels sont pris entre deux mâchoires. La mâchoire des véganes,
hein, qui est le véganisme étant une forme du wokisme, hein, il n'y a plus de, c'est une forme, une des formes du wokisme. Et de l'autre côté, la poussée des boucheries halal qui s'installent partout et qui ne peuvent être tenues, d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, que par des musulmans. Hein, une boucherie halal ne peut pas être tenue par un non-musulman. Un non-musulman peut vendre de la viande halal, hein, bon, on le voit avec des enseignes, mais sans le savoir, c'est-à-dire un boucher et donc, nous faisons actuellement une grande campagne vis-à-vis des bouchers pour leur dire qu'ils doivent communiquer sur ce fait et ils vont gagner des clients parce que tous les bouchers qui ont adhéré alors, à ce réseau que nous avons appelé Suivez le coq, hein, Suivez le coq, ben, ça fait allusion au coq gaulois et ça fait allusion aussi au maître coq, hein, qui est le symbole un petit peu de notre art culinaire, hein, notre art de vivre culinaire. Hein, Alors, Suivez le coq, c'est une application, hein, il faut bien voilà, le dire. c'est une D'ailleurs, application. Voilà, voilà. je vais donner le lien de l'application dans le chat dans un instant. Voilà, on a donc une application et un réseau de bouchers. Il y a un site qui permet avec une géolocalisation. Alors, les éléments pour l'instant sont sont évolutifs, bien sûr. On essaie de perfectionner. Ils ne sont pas totalement informatifs. C'est là on va venir sur la participation que tout le monde doit avoir, participation citoyenne aux armes citoyennes, euh, devenir des consommateurs et demander à votre boucher le nom de l'abattoir, d'où provient la viande. Hein. Il y a un numéro de code qui permet de savoir d'où vient et l'application Suivez le coq, gratuite, permet justement de savoir si cet abattoir est traditionnel, s'il est mixte ou s'il est halal. Alors, nous avons mis dans les abattoirs suspects, donc à éliminer, les abattoirs mixtes. Parce qu'à partir du moment où un abattoir fait du mixte, hein, soi-disant, il y a de fortes chances qu'il ait basculé dans une grosse majorité d'abattage halal, puisque, ça a été souligné par Chloé, ben on est tolérant, nous, on est inclusif et on accepte de manger du halal. Vous voyez, donc ils se disent, de toute façon, ils vont pas protester, ils ne vont rien dire, donc on peut y aller. Vous voyez, c'est cette. Oui, il faut vraiment que notre intolérance se lève. Comment est-ce qu'on peut aider Suivez le coq? Est-ce qu'il y a un moyen de l'aider voilà, à se faire connaître, ne serait-ce. Alors, question naïve, est-ce qu'il y a des autocollants Suivez le coq qu'on pourrait coller à l'entrée des hypermarchés Alors, avec un code, vous savez, un QR code qui permettrait d'avoir l'appli alors, machin, et puis qui dirait aux gens, voilà, désormais, vous pouvez savoir si vous financez la charia ou pas. voilà. Alors, on a C'est un peu direct. oui, alors on a des autocollants, mais destinés aux bouchers qui adhèrent. Hein, qui adhèrent au circuit. Et encore, ils ne les mettent pas tous. Hein, bon, donc ça, c'est ça. Ils ont encore peur, c'est intimidant pour un boucher Oui. d'afficher ça. Mais beaucoup sont cette espèce de crainte, mais ils devraient être fiers. On essaie de leur insuffler. Donc on leur dit, prenez votre destin en main, communiquez là-dessus. Vigilance halal et Suivez le coq sont là pour vous aider. Et je prends lorsque j'étais en exercice, j'étais donc plutôt une région de campagne, il y avait les chasseurs et je leur disais, les chasseurs ont une mauvaise image, quelquefois méritée, mais vous devriez communiquer sur le fait que vous êtes aussi des gestionnaires des espaces naturels. Et j'ai vu ils se sont mis à faire évidemment la promotion de leurs actions. Et notamment, par exemple, je vois en Gironde où j'habite, il y a eu des grands incendies. D'ailleurs, comme par hasard, dans une zone où étaient prévus des panneaux, une ferme photovoltaïque, hein, comme un petit peu dans l'Aude. Bon, ça c'est notre problème. Et les chasseurs se sont mobilisés pour venir en aide au gibier qui évidemment a subi ça de plein fouet. Hein. Et ça, c'est très très important. Ils empêchent aussi la multiplication des sangliers euh, et donc des cervidés sauvages. Hein.
Les chevreuils, Les oui, chevreuils, oui. voilà, et qui sont aussi, parce qu'en faisant une régulation, qui est totalement nécessaire puisque ces animaux n'ont pas de prédateurs, à part l'humain, hein. Donc, il y a des équilibres, ça permet de conserver des équilibres. Donc, vous voyez, et pour les bouchers, on voudrait leur dire, soyez fiers de votre identité, soyez fiers de ce que vous faites. Et donc, engagez, on vous donnera d'ailleurs des documents, si nécessaire, pour ceux qui le réclameront, en écrivant à contact vigilancehalal avec 2L.com, et demandez-nous des documents, on peut vous fournir des tracts, etc. Soyez des acteurs, ne vous laissez pas, et c'est par ce combat de communication, entre autres choses, ce combat militant, pacifique, hein, totalement pacifique, en vous imprégnant de la fierté de cette civilisation qu'on vous a transmise, soit par vos parents, soit pour ceux qui viendraient, parfois, et j'en connais, qui viendraient d'une autre culture, ben, qui se sont qui ont totalement adhéré à tout point de vue. Donc il faut cette civilisation, il faut la défendre à tout prix. Et voilà, donc c'est pour ça que ce militantisme, c'est un militantisme qui est à la portée de tous. Donc vous posez la question à votre boucher. De tous. Oui. Il y a peut-être des territoires où c'est plus facile à faire que d'autres. J'habite en région parisienne, 5 boucheries sur 6 à côté de chez moi sont halal. Si la 6e affichait suivait le coq, je comprendrais ses réticences. C'est vrai. J'en profite pour dire aux gens qui demandent la parole, posez vos questions dans le chat, s'il vous plaît, parce que comme on enregistre l'émission, vous savez que c'est une émission à 3. Pour les demandes d'intervention, je vous demanderai de bien vouloir la rédiger par écrit dans le chat afin qu'on puisse transmettre vos questions. Voilà, je vous redonne la parole, docteur. Oui, alors, donc effectivement, Chloé a raison. Quand on est en territoire ennemi, il vaut mieux adopter le profil bas. mais le problème, je suis donc tout à fait d'accord, mais on peut le faire de façon discrète, hein, parce que c'est une question de survie. Parce que le pauvre boucher traditionnel qui est coincé dans une zone comme ça, de territoire perdu, non pas de la République, mais de la France, hein, parce que moi je préfère utiliser ce terme, il va gagner des clients. On a des témoignages, nombreux témoignages de bouchers quand ils ont adhéré. Ils nous ont dit on a eu une nouvelle clientèle qui est arrivée, etc. Donc c'est un argument commercial. Il faut leur dire c'est un argument commercial. Et puis surtout, alors ça c'est très important. Et puis surtout, il faut leur dire, vous pouvez gagner des clients en informant vos clients, non pas en disant on refuse, on résiste ou je sais pas quoi. Vous informez. Et évidemment, le but ici, nous pouvons le dire, le but c'est de résister. Mais alors bon, là, la parenthèse aussi s'ouvre sur les auditeurs. Vous devez absolument pratiquer une forme intelligente d'intolérance, mais une forme d'intolérance néanmoins. C'est-à-dire que vous devez vous l'appliquer à vous-même, vous devez l'appliquer également à vos proches, parce que dans le camp d'en face, ils le font. Mais en tout cas, pour les bouchers, c'est un argument, à mon avis, beaucoup plus puissant encore, de leur dire qu'il y a une clientèle à acquérir. De la même façon, je crois que c'est ce que vous avez beaucoup répété, docteur, la souffrance animale est un sujet dont les gens aiment bien parler, pour finalement s'auréoler d'un halo de morale. Mais ce qui retient réellement leur attention, au fond, c'est le risque bactériologique. Bien de la même façon, j'imagine que ce qui va rester dans l'esprit d'un boucher, c'est l'idée qu'il puisse gagner une clientèle. Voilà. Donc ça, il faut pas hésiter à le marteler et à en faire un levier. Parce que c'est comme ça qu'en fait qu'on a l'oreille des gens. Hein. C'est tout simple, mais vous savez, quand on dit à quelqu'un, voyez l'arbre là-bas, il est rempli de pommes appétissantes, juteuses et mûres à point, mais par contre, il y a plein de vipères dans l'arbre. Ouais. Eh bien, ce que les gens vont retenir, c'est uniquement qu'il y a des vipères, parce que notre cerveau est câblé pour mémoriser les mauvaises nouvelles, parce que c'est en les mémorisant qu'on a le plus de chances de survie. Voilà. Rater un arbre où il y a des bonnes pommes, on peut survivre, mais ne pas savoir qu'il y a des vipères dedans, on peut en mourir. Donc,
c'est important j'allais dire, de taper dans le cerveau des gens Oui, oui, en bien leur sûr. montrant leur intérêt, mais aussi en montrant le danger et le coût caché pour eux s'ils ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit. Donc c'est important de rappeler que l'ignorance à propos du halal, eh bien, certaines personnes en sont tombées gravement malades Voilà, et pour d'autres, ça a même été pire, quoi. voilà, À voilà. ce, Oui. à ce sujet, on a une question que Julien nous a rédigée. Le halal peut-il causer des troubles chroniques intestinaux, même si on n'en a pas beaucoup mangé? Qu'est-ce que Non, vous en pensez? non, non. A priori, non. Là, s'il y a des troubles chroniques intestinaux, ça peut pas être. Je pense pas que le halal amène plus de risques. Si vous avez une bonne immunité, évidemment, si vous avez une mauvaise, oui, une immunité un peu faiblarde, oui, oui, on peut pas exclure totalement cette hypothèse, hein. Voilà, donc en cas de problème immunitaire, il est certain que cette nourriture peut entraîner des troubles intestinaux plus ou moins chroniques, enfin, en tout cas subaigus, hein, donc ce qu'on appelle D'accord. des troubles Je chroniques. vois que on a un auditeur, le pseudo c'est Zer0, Zer, ZE2R. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Mais oui, oui, c'est important quand même de dire ce qui est, où est le risque et là où il n'est pas. Ouais. Oui. Donc oui, donc parce qu'en fait, bon, le problème, on peut pas vivre, et même ce n'est pas bon de vivre dans un milieu donc qui serait totalement stérile, hein, parce on a un équilibre le vivant est absolument extraordinaire. On vit en symbiose, si vous voulez. Les germes vivent en symbiose avec nous, et on en a besoin aussi, hein, donc, mais il y a une question de proportion. La propreté, l'hygiène sont nécessaires pour diminuer la pression éventuelle microbienne, hein. Il y en aura toujours qui vont passer la barrière. Et d'ailleurs dans les lots qui sont testés, hein, notamment pour les Escherichia coli, la fameuse Escherichia coli, on compte le nombre de germes et c'est au-dessus d'un certain nombre de germes par gramme que on va éliminer le lot, vous voyez. Et d'ailleurs, ah oui, un renseignement très important que vous pouvez avoir. Donc, quand vous achetez des steaks hachés, parce que ce sont surtout les steaks hachés qui constituent un mélange on brasse la viande et vous avez un mélange avec les bactéries, si elles sont là. Si vous voyez la mention bien cuire à cœur, c'est que cette viande est issue d'un abattage rituel. Parce que les industriels le savent, et en mettant cette mention, ils couvrent leurs responsabilités. Ah ouais, incroyable ça. Oui, alors donc, Donc, oui, ça fait partie des infos qu'il faudra remettre et même communiquer dessus sur vos profils. oui, Donc là, je m'adresse aux auditeurs. N'hésitez pas à répandre l'information. Vous voyez, il y a aussi un phénomène de viralité que nous, on doit avoir, tout à fait. parce que les bactéries ont une viralité, on va dire comme ça. Oui, Mais nous, on doit avoir la nôtre aussi, parce que comme dit Musk, tous les virus ne sont pas physiques, il y a aussi des virus mentaux. Ce qu'il ne précise pas, il parle du virus woke comme d'un virus mental, mental, oui, mais il y a aussi de bonnes bactéries bien sûr, psychologiques de résistance. bien sûr. Et donc, c'est important sur vos réseaux sociaux de diffuser l'information sur cette histoire. Donc, bien cuire à cœur égale halal et potentiellement égale danger. Égal Mmh. danger, voilà. Parce qu'une viande hachée normale, ben, vous pouvez manger un steak tartare, donc cru, sans aucun problème, hein, vous voyez. Ce qui est pas possible avec certaines viandes issues de l'abattage halal. Donc ça, c'est connu. Et d'ailleurs, il y a une directive en 2015, si ma mémoire est bonne, une directive ministérielle pour la restauration collective, conseillait de servir la viande hachée cuite à cœur. C'est-à-dire la cuisson à cœur permet évidemment de tuer les mauvaises bactéries
Mais évidemment, ça peut devenir immangeable, hein, donc enfin, ça dépend des goûts de chacun. Mais un steak haché, il est bon quand il est quand même encore saignant, à mon sens. Et voilà, donc si vous voyez cette mention, c'est qu'ils ne sont pas tranquilles sur les conséquences éventuelles. Très bien. Ben, je vous remercie pour ces abondantes informations et nécessaires informations sur le halal. Comme nous arrivons, on s'approche là de la fin de l'émission. Est-ce que Chloé, toi, tu as une dernière remarque, une question, une conclusion que tu aimerais amener? Bah là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous un argument qui pour moi est assez nouveau et qui est imparable, c'est le risque sanitaire. Je travaille en région parisienne et il y a une scène qu'on connaît tous. À partir de 11 h, c'est le moment où quelqu'un demande au bureau où va-t-on manger ce midi. Et bien souvent, je vois mes collègues aller soit dans des restaurants halal, soit dans des restaurants en tout cas qui proposent des options végétariennes, mais qui prennent en compte l'alimentation communautaire des musulmans. Et d'ailleurs, de mon petit pas de porte, c'est très rarement les musulmans qui le demandent eux-mêmes. Ce sont en général des Français de souche, tout à fait conformes, on va dire, qui disent spontanément: ah non, on va pas aller dans telle brasserie parce que Mehdi il peut pas manger. Oui. Et l'argument que Mehdi ne puisse pas y manger, bah, tout le monde dit: ah mais oui, bien sûr, excusez-moi, pardon, allons à tel autre endroit. Pour moi, à titre personnel, j'ai pas trop ce problème parce que je déjeune pas le midi, mais ça se fait beaucoup. Et donc là, désormais, lorsque ce cas-là se présente à nous, ou même d'autres cas avec des groupes d'amis, quand on sort le soir, peu importe, lorsque ce cas se présente, oui, mais Mehdi ne peut pas manger à tel endroit, bah, il faut répondre: moi, je ne peux pas manger à l'endroit où mange Mehdi. Déjà au nom de mes principes, mais aussi au nom du risque sanitaire. Tout J'ai à eu fait. ce débat plein de fois et jusque-là, je l'invoquais plutôt l'absence d'étourdissement et la cruauté, mais on peut toujours vous répondre: oui, mais tu manges quand même du foie gras à Noël. Oui, Alors oui, oui, oui. certes, et avec grand plaisir d'ailleurs. Donc non mais le foie gras de ma mère est exceptionnel. Mais donc on part sur des questions plutôt de souffrance, d'éthique, et on se perd dans des débats compliqués qui peuvent être très longs, Ouais, bon, alors que là, on n'est le pas. risque sanitaire, Oui, c'est fin de la discussion en fait. fin de la J'ai pas envie discussion. d'attraper E. coli, ça va bien, merci, au revoir. Oui, 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 Donc tout à c'est fait. très intéressant et on dispose tous désormais d'un levier supplémentaire pour sortir le halal de nos vies et ne plus se le laisser imposer au nom d'une supposée inclusion qui se paye par notre santé. Oui, c'est ça, c'est ça. Très juste. Tout à fait, tout à fait. C'est une régression civilisationnelle et même, je dirais, de la raison. Hein. Il y a aucune raison objective, hein, et rationnelle. Encore une fois, la raison. On est quand même une société qui est basée sur la raison. Hein, donc ça a été suffisamment mis en avant, hein, à certaines époques, quelquefois de façon excessive, puisqu'on a aussi éliminé certains facteurs comme l'intuition, etc., qui font aussi le génie de notre civilisation, hein, parce qu'il y a eu cette inventivité, cette curiosité. Moi, je suis époustouflé quand on étudie, on fait une étude comparative des civilisations. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est que la civilisation occidentale qui est née de Rome, Athènes et Jérusalem, je ne sais plus qu'est-ce qui parlait de ce triptyque, c'est une civilisation, et notamment les Grecs, qui voulaient aller voir à côté si l'herbe était plus verte à côté. Donc, et qui revenaient en écrivant donc Hérodote, etc., tout ça, donc des manuels, enfin des récits, et aucune autre civilisation n'a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on était intéressé par cette curiosité fondamentale et ontologique, je dirais, des peuples européens qui a fait qu'on est arrivé où on en est. Et parce on est en pleine, le mot est fort, mais malgré tout, quelquefois il correspond, en pleine décadence, hein, qu'on a abandonné justement tout ça, qu'on est fasciné par notamment l'islam, hein, voilà, qu'on est en train de perdre on est en train de risquer de disparaître en tant que Mmh. civilisation et en tant que peuple. Hein. Il y a Oui. Hugo qui demande dans le chat ce qu'il en est de l'entreprise Charal. Ah, Charal. Après, je Alors, prendrai une autre question. Charal, c'est à boycotter totalement. Charal,
c'est pratiquement tout halal. Alors, la seule chose que je peux recommander, c'est donc la marque Jean Rosé, qui est vendue par Intermarché. Leur viande provient de 2 abattoirs bretons et ils ont fait ça en catimini, hein. Donc, vous voyez, comme le boucher traditionnel, Chloé, dont on parlait, qui était entouré de commerce halal. Oui. Ils ont fait ça en catimini, ils sont revenus au traditionnel. Et c'est très important. Et donc, alors, je n'ai jamais pu savoir quelles avaient été leurs motivations, mais en tout cas, maintenant, ils n'abattent plus du tout en rituel, en abattage rituel. Ah bah ça, c'est encouragé, c'est un truc C'est à encouragé, savoir, voilà. à diffuser. Donc, En si fait, vous devez... Oui, il devrait y avoir dans nos milieux, comment dire, ces choses devraient être bien connues, quoi. On devrait le diffuser, et en fait, on devrait déjà en être à l'étape où cette émission, les gens devraient nous dire dans le chat, mais on sait tout ça, on le sait déjà. Or, ça reste encore des informations voilà, qui sont, bah oui, enfin voilà, qui sont restées voilà. un petit peu cachées, Mais alors que ça devrait être le b.a.-ba du militant identitaire. parce que si vous voulez, le focus a été mis sur la souffrance animale. Les associations animalistes ont beaucoup de puissance médiatique, hein, et ont œuvré là-dedans. Et ce sont même, je peux parler quelques mots de L214, une association animaliste, qui, elle, se bat pour la suppression de la consommation de viande et des abattoirs, et qui s'est servi des images déplorables de l'abattage halal, abattage rituel, pour justement dans sa campagne, mais sans dire que c'était du halal. Et comme je l'ai dénoncé, ils m'ont menacé, évidemment, j'ai reçu un courrier de leur avocat qui me menacé de poursuites pour diffamation, mais comme j'avais des preuves indubitables, c'était simplement une manœuvre d'intimidation, ils m'ont laissé tranquille par la suite, voyez. Donc comme quoi il faut... Incroyable. Voilà. La lâcheté gauchiste n'est pas une légende. Non, non, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à engager le fer. Ben, on a l'exemple, bon, si, ça peut être risqué, donc on le voit, l'on bien vu avec le cas de Charlie Kirk aux États-Unis, mais malgré tout, il ne faut pas hésiter à croiser le fer, donc avec respect, avec des arguments. Vous voyez, donc, on a parlé tout à l'heure donc de dire au boucher que c'était un un argument commercial. Et donc, on est dans le positif. Il faut toujours essayer d'être dans le positif et et plutôt que d'être dans comment dire, la défensive, être à l'attaque. Donc, il faudrait qu'on, voilà. Mais on est en train d'y arriver. Grâce à des gens comme vous, Timothée, donc, vous voyez, c'est des initiatives que je salue, parce que justement, c'est grâce à cette espèce de réseau que la bataille est en train d'être gagnée et peut être gagnée. Et elle sera gagnée. Avec Ben, le écoutez, regain. je vous remercie beaucoup. Je vous remercie Avec beaucoup pour ces mots de. le grand regain blanc. Donc j'ai beaucoup apprécié ce petit clin d'œil. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'émission vraiment extrêmement, non seulement intéressante, mais importante. Donc, je vous remercie infiniment d'y avoir participé, ainsi que toi, Chloé. Merci beaucoup Oui, d'avoir prêté vos deux talents pour à la fois nous instruire et puis nous rappeler que le combat est une joie, oui, c'est pas une crainte. Il faut le mener avec joie, avec avec joie. enthousiasme, Ah, tout à fait. parce que nous n'avons qu'une vie et il faut la mener pleinement. Donc, combattre est une des façons de vivre à 100%. Toutes les époques ont eu des combats à mener, tous nos ancêtres ont eu des combats à mener. Il n'y a pas eu d'époque parfaitement sereine où il n'y avait rien à faire. Donc, même si nous, on est dans une situation qui peut paraître un peu extrême par Ouais. le nombre d'envahisseurs, par voilà, mais Oui, qu'importe, oui, l'enthousiasme doit primer sur la peur. tout à Surtout fait. qu'en termes de combat, c'est gérable, hein. Quand on pense à tout ce qu'ont fait nos Oui, ancêtres, nous, oui, refuser le exactement. halal, on peut le faire. Exactement. Alors, justement, je voulais souligner aussi
Donc quelque chose, la présence effectivement, une présence féminine est pour moi très importante, non pas pour une question de parité, qui est totalement absurde. Oui, sans façon. C'est même une insulte faite aux femmes, mais elles amènent, parce que nous sommes différents, chère Chloé, ça amène donc des angles de vue qui sont quelquefois, enfin même très souvent nécessaires. Moi, je demande souvent l'avis à mon épouse pour certaines choses que je fais. Je ne les suis pas toujours, ces suggestions, bien entendu. Naturellement. Mais vous voyez, donc c'est cette espèce de complémentarité. Bravo et merci, en tout cas. Avec plaisir et merci à vous. Merci pour vos travaux qui m'ont appris beaucoup de choses. Ok. Bah, écoutez, Merci à tous. Merci, chers auditeurs. Je remercie à nouveau mes deux intervenantes ce soir. Donc, la rediffusion sera disponible cette fois, évidemment, sur les espaces également de Docteur de Periti. Vous le retrouverez aussi sur mes espaces, donc le canal Tim Vorgens, T-E-A-M, Vorgens, petit jeu de mots avec Tim. Et écoutez, j'espère vous retrouver très nombreux la semaine prochaine pour notre prochain Regain Blanc. Je vous donnerai le thème et le titre très, très bientôt. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup en tout cas et on se souhaite bon courage. Le combat ne fait que commencer. Merci encore à vous deux. Tout à fait. À très Merci, bientôt. bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.